Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans Critique Info depuis Mbandaka. Deuxième numéro de Critique Info depuis Mbandaka. Je me suis toujours posé la question de savoir si notre génération a compris la leçon. Messieurs et dames, la responsabilité d'une génération, c'est celle de corriger les erreurs d'une ancienne génération, d'une précédente génération, afin de s'assurer que la future génération ou les futures générations vont se retrouver dans les très bonnes conditions. Si une génération s'allie à la perversion, au vol, à la tricherie, au trucage, et en fait des modèles ou en fait un système, un style de vie, eh bien nous sommes dans une société renversée, une société détruite, une société morte, et les futures générations sont donc condamnées avant même leur naissance. Chaque action que mène un peuple, chaque action que mène une génération a toujours pour objectif de se poser une question. Sommes-nous en train de construire ou sommes-nous en train de détruire? Il y a plusieurs manières de détruire un pays. Le silence est une manière la plus efficace pour détruire un pays. L'indifférence est une manière la plus rapide pour détruire un pays. Et la démission est une manière la plus grave pour détruire un pays. Le tout forme ce qu'on appelle une trahison. Et c'est la trahison de tout un peuple. Et ce que nous vivons au Congo, c'est bel et bien cela. Vous avez vu les vidéos, vous avez suivi les vidéos, où les élèves, je crois qu'on va vous le faire voir, où les élèves, on est dans quelle école? On était à Bakusu. Je pose la question à la salle, qui sont pour l'espoir du Congo et qui sont pour la peur du Congo? Je vous rassure qu'il y a des élèves qui ont levé la main pour dire qu'ils étaient d'accord, que c'était la peur qui l'emportait. Il y en a d'autres qui estimaient qu'il y avait l'espoir. Mais ce qui m'a sidéré, c'est qu'il y a eu un bon nombre de gens qui estimaient que ça ne servait à rien de croire au Congo. Est-ce que vous imaginez un peu? Et c'est toute une génération qui va demain gérer le pays. Et c'est la grande question. Sommes-nous à l'abri de la peur ou avons-nous espoir? Nous avons tout, mais nous ne faisons rien pour ce pays. Le Congolais prie pour qu'il parte de ce pays. Il implore à l'Éternel, il va même à la prière, il fait même des jeûnes et prières, demandant comment faire pour quitter le Congo. Il y a des gens qui ont fait des longues prières, des jeûnes et prières, pour fuir le pays, pour partir à l'étranger. Libre à eux. Il y a d'autres qui ont vendu de maisons, parce que ça ne suffisait plus. La vie n'était plus bonne pour eux. Ils ont accepté de partir. Mais nous nous posons une question, messieurs et dames. Où est-ce que les Français sont partis quand ça bardait chez eux? Où est-ce que les Américains sont partis quand ça bardait chez eux? L'histoire des réfugiés n'a pas commencé avec nous. Non, pas du tout. Les enfants d'Israël avaient fui aussi. La persécution, on la fouille toujours. C'est pas tout le monde qui fuit. C'est pas tout le monde non plus qui reste. Il y a des gens qui choisissent de partir et d'autres choisissent de rester. Mais attention, est-ce que ceux qui restent, ils restent parce qu'ils veulent rester par patriotisme ou pour la plupart des cas, ils restent parce qu'ils n'ont pas le moyen de fuir? Ce sont là des grandes questions que nous devons nous poser. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème est celui de savoir le travail que fait une génération. Nous sommes une génération qui a été sacrifiée depuis des décennies en avant. Mais est-ce que nous voulons laisser nos enfants dans cet état? Est-ce que c'est comme ça que nous voulons, c'est l'histoire que nous voulons raconter à nos enfants? Par moments, j'ai peur quand j'entends les Français qui vivent, les Congolais qui vivent en France, dire « Mes enfants ne savent pas c'est quoi le Congo. Mes enfants ne savent pas le Lingala. Mes enfants n'ont aucun lien avec le Congo. » Non, dites plutôt que vos enfants n'ont aucune considération pour les autorités congolaises. Dites plutôt que vos enfants ne comprennent pas ce qui se passe au Congo parce qu'il y a des mauvais dirigeants. Mais ne vous en prenez pas au Congo, le Congo n'a rien à voir. Le Congo est abstrait, le Congo n'attend que nous. Nous sommes une société, nous avons détruit les valeurs. Nous avons détruit les valeurs. Nous avons accepté la facilité. Nous avons accepté la tricherie. Nous avons accepté le vol. Nous avons accepté le tripatouillage. Nous avons accepté tout ce qui est négatif. Et nous applaudissons pour les flatteurs. Nous applaudissons pour les corrompus. Nous applaudissons pour les renégats. Quel type de société sommes-nous? Et moi, j'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui autour d'une grande question fondamentale, la question du devenir du Congo. Que devient le Congo dans 20 ans? Que devient le Congo dans 15 ans? Hier, dans une vidéo, je vous ai parlé d'une minorité qui écrase. Une minorité vous écrase et écrase une majorité en fonction du poids que cette minorité a, en fonction des secteurs de public que cette minorité contrôle. Qui contrôle vos mines? C'est une minorité.
Qui contrôle votre économie? C'est une minorité. Qui contrôle votre système éducatif? C'est une minorité. Qui contrôle vos frontières? Une minorité. Vos parcs? Une minorité. Votre découverte? Une minorité. Et votre religion? Encore une minorité. Bref, une minorité de personnes constituées de qui? Constituées des étrangers. J'ai eu une longue discussion avec quelqu'un. Il m'a dit non, 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 Christian, les étrangers sont partout. Je suis d'accord, je l'ai dit même hier dans la vidéo. Je suis d'accord. Mais quel type d'étranger? Si un étranger au Congo, il veut vivre comme les Congolais, on ne refuse pas. S'il veut avoir la nationalité congolaise, on ne refuse pas. Ce n'est pas tout Congolais en France qui deviendra maire de la ville en France. Non. Ce n'est pas tout Congolais aux États-Unis qui deviendra maire de la ville américain. Ce n'est pas tout Congolais en Suède qui deviendra ministre suédois. Mais à l'allure où vont les choses, mesdames et messieurs, dans 15 ans, on aura des ministres libanais. On aura des ministres, chinois. Dans 25 ans, on aura des gouverneurs chinois, des gouverneurs libanais. Ça a l'air de n'inquiéter personne. Mais moi, je vous invite à comprendre une chose. Le danger nous guette. Et c'est le danger de la souveraineté. Vous ne pouvez pas être souverain si vous ne produisez pas. Si vous ne contrôlez pas encore votre cycle de production, si vous ne valorisez pas vos villages, si vous ne valorisez pas votre terre, si vous n'arrivez pas à sortir de la terre de choses essentielles pour donner du pain, pour donner la paix et donner le progrès. Parce que la paix vient du sol. Les gens ne savent pas, la paix vient du sol. La paix dont on parle, ça vient d'abord de l'équilibre de la justice. La paix vient de la bonne distribution des ressources. Quand il y a la bonne distribution des ressources, quand tous les Congolais mangeront à leur faim, quand tous les Congolais auront un boulot parce que ça leur revient de droit, quand tous les Congolais seront à l'abri de besoins, mesdames et messieurs, on pourra parler de la paix. Mais aussi longtemps que le Congolais continuera à souffrir alors qu'un groupe d'individus continuera à s'enrichir et de façon illicite, ne parlez pas de la paix, ça n'existera pas. Nous sommes une société qui n'a pas de compte, qui ne règle pas de compte à ses propres fils. Regardez la ville de Mbandaka, dans quel état cette ville se trouve, parce qu'on est ici. Aucune moralité publique. Aucune moralité publique. Vous avez entendu, partout on a filmé il y a eu de bruit. Des gens qui veulent se battre, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est comme ça. Et ils ont trouvé ça normal. Ils disent que c'est notre coutume. Aucune coutume n'est une coutume de bananière. Et aucune coutume n'est une coutume de bagarre, une coutume de l'immoralité. Non. L'élite dans un pays a pour rôle de renverser la tendance, a pour rôle d'inverser les mauvaises valeurs aux bonnes valeurs. Là, on ne parle même pas de l'inversion, on parle de la conversion. L'élite a pour mission de convertir les fausses valeurs aux bonnes valeurs et non l'inverse. On ne peut pas primer les impolis. Nous ne pouvons pas être une société qui prime les impolis. Une société qui ne maîtrise même pas le taux de la perversion de la jeunesse. Je vais vous surprendre. Regardez. En Mbandaka, il se passe un commerce que les gens ne comprennent pas. En principe, ça devait être un commerce illicite. Mais il est loyal au Congo. Très légal même d'ailleurs. Légalisé et pas protégé. Regardez. Il y a ce qu'on appelle Agene. Vous connaissez la bière, la boisson en question? Agene. On appelle ça Kin Gege. Agene, ça veut dire quoi? Agene, c'est une espèce de l'otoko concentré. Ça veut dire une boisson alcoolisée. Une boisson alcoolisée, mais alors, d'abord locale, traditionnelle, travaillée sans aucune norme de protection de consommateurs, pas du tout, sans aucune norme de dosage, sans aucune inspection de l'État. C'est-à-dire l'État n'inspecte pas ça, mais c'est produit en quantité, je vous dis, industrielle. Pourriez-vous imaginer que pour la ville de Mbandaka seulement, il y a des tonnes et des tonnes d'Agene qui sont produites? J'étais voir un ami qui est dans l'inspection. Il est au niveau de frontières. Il me dit, Christian, hier on a déchargé, seulement pour hier, entre 15h et 17h, ils ont eu à décharger 5000 bidons. Je vous parle de 2 heures seulement. 15h, 17h, 5000 bidons. 2000 bidons sont arrêtés à Kinshasa, pardon, en Mbandaka, pour vendre à Mbandaka. 3000 bidons envoyés à Kinshasa. Ça veut dire sur le long du fleuve, ne passe plus que de bois, ne passe plus que de marchandises, mais passe aussi les Agene. Mesdames et messieurs, je ne suis pas contre ces phénomènes d'Agene. Parce que quand je parlerai d'Agene, moi, les gens parlent Agene. Moi, je vois l'usine de vodka.
Moi, je vois l'usine impériale. Moi, je vois l'usine donne-moi le nom de whisky. Sky, Red Label, Black Label. Il y en a plein. Des gens qui ont bâti de fortune autour de ces liqueurs. Je ne suis pas contre que l'on vende de la Guinée. Mais je suis contre le fait que cet argent se dissipe comme ça dans les poches des gens. On paye ça aux policiers et aux agents de l'État, mais pas dans le trésor public. On aurait pu finalement avoir des usines comme ça. L'État pouvait en principe financer certains bons projets. Des individus qui ont des idées comme ça. Vous avez des mamans, ces mamans-là, ces femmes-là, qui vendent les Guinée. On peut formaliser leur commerce. C'est question de les formaliser parce qu'ils travaillent dans l'informel. Et cet informel tue l'État. Parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui fuient l'État parce que l'État ne le contrôle pas. Des secteurs informels, mais des secteurs générateurs de revenus. Qu'est-ce qu'un État sérieux fait? Si j'étais le conseiller du président de la République, je leur ai demandé, monsieur le conseiller, monsieur le président de la République, quand vous allez nommer un ministre, je ne sais pas moi, du commerce ou je ne sais pas moi, de qui, veillez à ce que vous puissiez répertorier toutes les dames et tous les messieurs qui vendent, qui produisent, cet alcool. Ils vont créer ce qu'on appelle une coopérative et de cette coopérative peut sortir une usine. Alors une très grande usine. Et pas une seule usine, mais une usine des variétés. Regardez, vous prenez les Aguene, vous mettez les mapés là à l'intérieur de Aguene, aux yeux mapés là ndambu, au tien Aguene. Ça donne l'arôme, il y a mapé là, et ça devient un Aguene, peut-être mapélisé. Au rose Aguene, au tien mondambu, il y a orange, au tien mondambu, il y a goût et belé, il y a fruit. Et ça vous donne ça veut dire une suite, il y a banine et belé. Vous avez Red Label, vous avez Black Label, vous avez combien de labels? Omo connaît ces choses pour avoir été longtemps dans ces secteurs. Il connaît bien ces secteurs des managers. Voilà. On connaît toutes ces choses. Comment nous pouvons consommer des choses, il y a Bateauti Libanda, et que nous ne sommes pas mesurés à vous vendre un goût. Vous pouvez faire de la Guinée l'un des plus grands outils commerciaux. Un très bon article commercial. Les moyens intellectuels, nous les avons. Comment créer des usines, il y a Masangawana? On peut le faire. Mais pour le faire, vous devez faire quoi? Parce que si vous voulez commencer votre entreprise au Congo, vous avez une fiscalité agressive. Vous avez une fiscalité qui vous chasse, qui vous étrangle. Parce que les manettes de cette fiscalité sont tenues entre les mains des expatriés. Ce sont eux qui bougent. Parce que regardez, qui va accepter que Red Label perde le marché? Qui va accepter que Vodka perde les marchés? Aucun opérateur économique sérieux ne voudra cela. Donc, aussi longtemps que vous allez amener l'idée auto-formaliser l'Otoko, auto-formaliser la Guinée, ils vous diront non. Ils vous diront non, ils vont vous embêter avec des choses et des choses et des choses. Ils ont refusé la commercialisation du chanvre au Congo parce qu'ils voulaient vendre les tabacs. Et on le sait. Ils voulaient vendre le tabac. Ils voulaient vendre la nicotine ici chez nous. Et ils nous ont empêché de vendre, nous, notre chanvre. Moi, je n'en prends pas parce que de toute façon, je ne prends pas l'alcool. Mais seulement, je vous dis, mesdames et messieurs, il y a des choses qu'il faut réglementer dans ce pays. Si on veut créer de l'emploi, je vois le secteur de la Guinée peut créer autant d'emplois que possible. Il suffit juste de le recadrer, juste de l'encadrer et donner un sens à ce boulot-là. Je vous dis que cette terre est une terre d'opportunité, mais malheureusement, nous avons eu des aventuriers, nous avons eu des affairistes. C'est un premier élément, une première analyse que j'ai eu à faire quand je suis en Mbandaka. Mais la deuxième question que je me pose, comment nous arrivons à laisser ceux qui ont géré la province de l'Équateur, Totiki Bongo, tranquille, Bongo? Pourquoi nous les laissons tranquilles? Ce sont des gens qui devraient être arrêtés. En principe, leur place n'est pas au Parlement. Leur place est en prison pour avoir rendu cette province comme ça. Est-ce que ces gens peuvent nous donner exactement combien ils ont dépensé pour la construction de cette province? Les routes qu'ils ont créées, que j'ai vues là-bas, ils peuvent nous dire combien ça a coûté pour qu'on essaie d'évaluer l'argent par rapport au travail donné, au travail fourni. Pour arriver à ce point, on ne doit pas être un peuple qui applaudit seulement, on doit être un peuple qui demande des comptes. Mbandaka ressemble à un village. Et on a honte de dire que Mbandaka, Mobutu a été ici. On a honte de le dire. Je vous ai montré l'Iziba, non? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant qu'un président de la République a étudié dans cette école-là? Cette école l'Iziba. Cette école Libo Kemoko. Ces écoles, vous avez vu? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sérieux vivre dans un état comme celui-ci? Omo va vous montrer l'Unimba. Dans quel état cette université se trouve? Et vous voulez me dire qu'un cadre sortira là-bas? Quand les élèves, quand Omo va vous montrer encore cet élève qui a du mal à écrire, aider au tableau.
Je pose la question dans une salle de classe. Il y a combien de lettres d'alphabet? On me répond 7 lettres d'alphabet. 7 lettres d'alphabet. Et c'est toute la salle qui répond 7 lettres d'alphabet. Il y en a qui ont inventé d'autres. Ils ont dit 27. Il y en a qui ont dit 28. Quand on n'arrive pas à écrire couturière convenablement, et vous voulez vraiment qu'on dise qu'on a l'espoir dans ce pays? Non, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'assister à un génocide intellectuel. Il y a des gens qui ont tué ce pays et ces gens-là ne peuvent pas se tirer d'affaire. Quand j'entends les gens dire non, Félix Salobert combattait la Kabila, mais ils n'ont rien compris. Mes frères, vous n'avez rien compris. Personne, aucun humain, je répète cette phrase, aucun humain, aucun mortel ne pourra protéger Kabila et ses collaborateurs. Aucun. L'histoire se chargera à payer, à faire payer ces gens les uns après les autres pour leur méchanceté. Ces gens ont été méchants tout simplement. Très méchants. Ils ont détruit tout un peuple et des générations futures. Comment voulez-vous construire un pays avec une génération comme ça? Cette génération va sortir des cadres. Vous savez, mesdames et messieurs, on aura des ingénieurs qui sortiront des écoles comme ça. On aura des couturiers qui sortiront des écoles comme ça. On aura des médecins qui sortiront des écoles comme ça. Et vous savez quel type de médecins on aura? De médecins qui vont tuer des gens sur le lit d'hôpital, sur le bloc opératoire. De médecins incompétents, de médecins farceurs. Ils sortiront de cette génération. Ne vous en faites pas. Vous voulez voir des architectes? Ils sortiront de cette école, de ces écoles. Des architectes sortiront, qui feront des plans de maisons qui ne tiendront pas. Des ingénieurs sortiront de ces écoles, ils construiront des maisons et ces maisons se détruiront dans peu de temps. 2 ans, 3 ans, les maisons vont s'affaisser. Parce que lorsqu'on veut détruire un pays, on touche son système éducatif. Et quand on a touché son système éducatif, vous n'avez plus besoin de faire la guerre. La nation se tue, se meurt elle-même. Les universités se détruisent, les maisons se détruisent, les hôpitaux se détruisent. Nous avons des routes au Congo, quand on commence à les construire, messieurs et dames, on construit une route, elle se détruit lors de la construction. C'est-à-dire que si c'est notre côté, on va la terre, mais coufi déjà. Tant beaucoup ça, il y a le premier kilomètre, beaucoup na 5e kilomètre, premier kilomètre coufi. Mais on est dans une société d'insouciance. Ça ne nous concerne pas. Tant que ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. On n'est pas unis par le même sort. Nous devons regarder tous ces malfaiteurs avec un regard de désapprobation. En principe, c'est pourquoi je demande à M. Félix Tshisekedi de ne nommer aucun ministre qui a travaillé dans l'ancien régime. Ils sont tous fossoyeurs, je m'assume. Tous fossoyeurs. Tous fossoyeurs. Ils ont eu la lourde responsabilité de changer ce pays, mais ils ne l'ont pas fait. Ah, je pense encore à George Orwell qui disait en son temps, un peuple qui élit des voleurs, des maraudeurs, des codataires, des renégats. Ce peuple n'est pas victime, ce peuple est complice. C'est là notre situation maintenant. Par rapport à l'actualité, mesdames et messieurs, vous devez savoir que M. Félix Tshisekedi a eu un discours aujourd'hui, et vous le savez. Je vais réfléchir sur le discours après. Seulement les phrases au Toyokaki, et qui est important. Toyokaki Ango, et on va discuter d'Ango prochainement. Il y a un sujet qui tourne autour de Batobélé. C'est le sujet de l'informateur. Les gens m'ont posé la question, c'est qui un informateur? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez savoir une chose. Un informateur, ce n'est pas un formateur. Un informateur, c'est un fin politicien. C'est un homme de main du président. Ça relève du pouvoir discrétionnaire d'un président de la République. C'est lui qui nomme en toute sincérité et en toute honnêteté et surtout en toute liberté et souveraineté une femme ou un homme pour aller désigner, voyez-vous, identifier. Le terme c'est bien, le verbe est mieux. C'est le verbe identifier une majorité parlementaire. S'il n'y a pas de majorité parlementaire, l'informateur est censé rapporter les bonnes informations au président de la République. Ça, c'est ce qui est formel. Mais dans l'informel, l'informateur est un communicologue. L'informateur est un manager. L'informateur est quelqu'un qui va rencontrer des forces politiques pour les intéresser. En fait, on va dire aussi que c'est un négociateur. Son rôle, c'est d'aller négocier, aller demander aux députés la main, aller courtiser les députés, aller faire ce qu'on appelle la drague aux députés. Est-ce que vous ne pouvez pas nous rejoindre
nous allons offrir on a le plus beau plan qui puisse exister. Nous offrirons ceci, nous ferons cela. Et votre parti sera plus grand parce que si vous vous accordez à notre tâche, Simba, le Congo a telle chose, le Congo a telle autre chose. Ce qui FDC, oui, Panabiso, Tala Otokosala, Tala plan des autres Sala, Tala Tokotonga école, Tala Tokotonga, Tala Tokotonga. Et ce qui bino beaucoup tuona, beaucoup en avantage. C'est ça le rôle d'un informateur. C'est différent d'un formateur, lui qui va maintenant penser former un gouvernement. Très souvent, les formateurs sont des premiers ministres. Très souvent. Mais ça arrive qu'un formateur soit une autre personne. Alors, le critérium, vous avez entendu des noms. On a parlé de Mukwege, on a parlé de beaucoup de personnes. Mesdames et messieurs, un informateur, ce n'est pas un moraliste. Un informateur est un politicien. Ici, quand je parle de politicien, je ne parle pas le contraire du moraliste, non. Le politicien, ici, je parle d'un fin négociateur. Je parle de quelqu'un de rompu dans la politique, de quelqu'un de roué dans la politique, quelqu'un qui maîtrise la classe politique, quelqu'un qui connaît le jeu et son acteur. En ce moment-là, on peut dire oui, nous avons un informateur. Mais pourquoi le FCC a peur de nommer un informateur? Parce que le FCC sait que le passage d'un informateur au FCC, mesdames et messieurs, c'est un ouragan. Et M. Kabila s'est précipité à les faire signer un acte d'engagement. C'est un acte nul, mesdames et messieurs, c'est un acte libre, sous seing privé. Ça ne lie personne. Aucun député ne sera lié par rapport à cet acte-là. Aucun député. Aucun député, même du PPRD, n'est lié quant à ce. Tous les députés sont encore en ce moment libres. Mais il y a une disposition. Je vous la citerai plus tard. Il y a une disposition dans notre constitution et dans nos lois organiques. Ça prévoit que lorsqu'un député quitte son parti, quitte le parti de son propre gré, il perd le siège. Comme j'entends certains députés crier « Naboui Katumbi, Nalongwana Katumbi ». Mesdames et messieurs, c'est de la blague. C'est de la blague. Pour être sérieux, il faut saisissez ensemble par écrit. Si vous saisissez ensemble par écrit, vous dites que je désapprouve votre voix, je ne suis pas avec vous, vous perdez d'office les mandats et vous serez respecté par le peuple congolais. Au lieu de vous embrouiller, de raconter votre vie à la télévision. Vous ne pouvez pas dire ça sur des déclarations libres. Voyez-vous? Non. Ça, ce n'est vraiment pas ça. Donc, de la même manière, si un député du PPRD quitte le PPRD pour s'allier au cash, il perd le siège. Il perd le siège. S'il le fait procéduralement, il perd le siège. Mais si il pousse le PPRD à l'éjecter, il garde le siège. Et s'il garde le siège, il est l'enfant du cash. C'est-à-dire qu'il est l'enfant de la famille politique du président de la République. Donc, il y a tout le moyen possible pour embêter le FCC. Et que ce soit les députés nationaux, les députés provinciaux peuvent tout simplement se désintéresser. Lorsqu'ils se désintéressent de leur parti sans écrire, sans les saisir, ils sont des électrons libres, on ne peut rien faire sur eux, contre eux. Mais s'ils saisissent de façon officielle, ils perdent leur mandat. Alors donc, vous voyez un peu le rôle d'un informateur Yangoana. Dans tous les moyens, vous avez vu le rôle d'un informateur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, Christian, il faut un informateur, on a qui nomme le gouvernement. Non, l'informateur ne nomme pas le gouvernement. L'informateur n'a aucun pouvoir sur un député, pas du tout. L'informateur peut ne pas être un membre du gouvernement. L'informateur peut être un prêtre. Si les fonctions du prêtre sont compatibles aux fonctions de l'informateur, il peut l'être. Félix peut nommer Cardinal Mosengo comme informateur, s'il veut. Il peut nommer Katumbi comme informateur, s'il veut. Il peut nommer tout le monde, s'il veut être nommé informateur. Même moi, il peut me nommer informateur. Même Omo. Même vous qui me suivez. Il peut le former. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui comprend les jeux politiques, qui sait comment négocier. La tactique de la négociation en politique ne se résume pas dans la moralité. La tactique de la négociation en politique se résume en deux choses. Nous avons le bon côté, ça veut dire le côté droit, le côté du bien, présenter à ces gens ce que vous avez. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la main forcée. La main forcée, ça veut dire à tous ces gens ce qu'ils courent comme risque. C'est vrai, ce n'est pas la plus bonne méthode, mais demandez à Winston Churchill, il vous dira c'est quoi la plus bonne méthode. Demandez à Machiavel dans Esprit de loi, il vous dira c'est quoi la plus belle méthode. Demandez à Karl Marx dans son livre Brumaire, il vous dira c'est quoi la main forcée. Demandez à Cicéron dans la République, il vous dira c'est quoi la main forcée. Demandez à Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Demandez à
Montesquieu, Charles de Montesquieu, demandez. Il vous dira c'est quoi dans Mes considérations, son livre Mes considérations, il vous dira c'est quoi l'essence de la main forcée. Et même à Max Zuckerberg, il vous dira ce que c'est. Donc ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on est en politique, tous les coups sont permis, mais les moraux restent moraux. Ils utilisent les armes conventionnelles. Les armes conventionnelles sont tout le monde que vous mettez en place pour reprendre vos droits. Pour reprendre vos droits. Parce qu'en politique, il y a une théorie qui dit du mal peut sortir le bien. De l'obscurité peut sortir la lumière. Qui comprennent. On dit en français, comprend qui comprendra. Je passe. Donc, vous comprenez qu'ici, il est question de savoir où frapper. À quel endroit frapper pour que ça marche. Et ça marchera. Seulement ici, j'aimerais aussi faire comprendre à Bande Kobele, au Bazomi Touko, ça sur une question. Il y a Kabila régnera ou Kabila ne régnera pas. Vous voulez une information? Il y a une information judiciaire à la CPI contre Kabila. Je peux vous annoncer déjà. Je répète, il y a une information judiciaire contre Kabila qui est en train d'être ouverte. Il y a certaines plaintes qui ont été formulées, qui ont été faites. Donc, ne soyez pas étonnés, quand je vous le dis aujourd'hui, ne soyez pas étonnés dans le mois qui suit que la CPI s'intéresse à la question du Congo, principalement visant M. Kabila. Premier élément. Deuxième élément, je peux encore vous informer une seule chose. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent à la communauté internationale. Je ne sais pas s'ils ont entendu ça ici ou ailleurs, mais en tout cas, on s'est posé la question comment on peut attaquer les corrompus et pas les corrupteurs. Si Nanga est corrompu, pardon. Ils disent Nanga est corrompu, Basenguez est corrompu, Obem Minako est corrompu. Mais qui est les corrupteurs? Trouvez-nous des corrupteurs. Comme ça, on sera logique. Les corrupteurs au Congo, on connaît où ils se trouvent. Les corrupteurs au Congo, on connaît où ils se trouvent. Et ne vous en faites pas, il sera déniché. On ne peut pas protéger. Personne ne pourra protéger. Le mal a été tellement commis, le mal a atteint son paroxysme qu'on ne peut plus protéger. Je réponds aussi à quelqu'un qui a posé la question de savoir en quoi est-ce que Kabila perd si est-ce qu'il est toujours fort ou pas. Je vous ai dit ici, la force de Kabila reste dans la tête des gens. Mais vous pouvez me croire une chose, en politique, surtout à cette période, c'est comme la Bible dit, l'homme propose, Dieu dispose. Je peux vous dire, enfin ce n'est même pas la Bible qui dit, mais c'est notre langage, on dit ça tout le temps. Mais laissez-moi vous dire, cette parole vaut aussi en politique. Kabila propose, Félix dispose. C'est comme ça. C'est dans ça que ça va se passer. Il va proposer et Félix disposera. Si Félix ne dispose pas, ce n'est pas parce que ça va être difficile. Je répète cette phrase. C'est parce que lui-même ne comprendra pas les manettes qu'il a pour gérer le pays en ce moment. Kabila a atteint sa faiblesse. La plus grande faiblesse de Kabila, c'est d'abord son passé. C'est les talons d'Achille de Kabila. C'est le passé, son passé. Son passé. Les États-Unis sont derrière les plaintes contre Kabila, même si on ne les dit pas. Une bonne communauté, je ne citerai pas les noms de la communauté en question, est contre Kabila. Cette communauté estime que Kabila ne les a pas vraiment servis et que Kabila aurait favorisé un autre clan, pas eux. Et ils sont fâchés après lui. Et donc, mesdames et messieurs, la nature va s'organiser pour faire payer à chacun d'entre eux le mal qu'ils ont commis. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas pour ça. Et donc, voilà un peu ce qu'on allait dire dans cette analyse. J'appelle à la conscience collective. J'appelle à la conscience collective. Je reçois des messages du genre, Christian, pourquoi tu es allé à Mbandaka? Pourquoi tu prends tant de risques? Et il y a même quelqu'un qui m'a appelé, depuis quand servir le pays c'était un crime? Depuis quand aider le pays comme Ili Kambaliwa? Omo c'est un jeune garçon, il doit s'intéresser à son pays. Et comme tout le monde d'ailleurs, devant le Congo, il n'y a pas de vieux, nous sommes tous jeunes et nous devons sauver notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au moment où fait un rapport, on m'a dit, non, quelqu'un a dit sur des commentaires, celui qui est derrière moi, mesdames et messieurs, c'est ma motivation. C'est l'amour que j'ai pour le Congo. C'est l'amour que j'ai pour le Congo. Et l'amour que j'ai pour le Congo m'empêche de me résigner. Je refuse de me plaindre. Voilà pourquoi je dénonce. Je refuse de me plaindre. Voilà pourquoi je dénonce. Je suis à Mbandaka, alors qu'à Kinshasa se forme le gouvernement, n'est-ce pas? Si j'étais vraiment si amoureux de ce gouvernement, si j'avais vraiment envie d'intégrer ce gouvernement, croyez-moi, mesdames et messieurs, je serais à Kinshasa, dans les bureaux, passer par-ci, par-là. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'estime qu'on peut aider ce pays sans être dans le gouvernement. On peut aider ce pays en évoquant, Babylone qu'on a évoqué, faire le tour de ce que je suis en train de faire. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les motos, ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est pas
Ce n'est pas moins de 20 000 francs ou moins de 18 000 francs ou de 17 000 francs. Parce que vous devez faire le tour avec eux, tourner par-ci par-là. Et c'est très compliqué, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais nous prenons ces risques-là. Pourquoi nous prenons ces risques? Parce que nous estimons que nous voulons avoir une histoire à raconter à nos enfants. Et l'histoire qu'on racontera à nos enfants, c'est celle du Congo qui gagne, pas celle du Congo qui perd. Si nous n'arrivons pas à nous regarder, vous savez en Israël par exemple, celui qui vous accuse en premier, c'est l'Israélien que tu vois à la route. Que tu vois à Balabala, c'est lui qui t'accuse en premier quand tu commets une bêtise. Mais nous au Congo, c'est nous qui protégeons les malfaiteurs quand ils commettent des bêtises. Il suffit qu'il te donne un petit rien pour que tu lui donnes quoi que ce soit. Non, il est temps de reprendre conscience. Ce pays nous appartient. Ne le laissons pas entre les mains de ces codateurs et de ces aventuriers. Construisons, ayons une société, établissons une société, construisons une société des valeurs où les voleurs auront honte, où les flatteurs n'auront pas de place, où les corrupteurs vont se retrouver dans une situation mauvaise, où les valeurs seront prônées, les ointes valeurs, les valeurs de justice, d'équité, de paix, les valeurs du travail, les valeurs de probité. Ça sert à quoi que j'ai des maisons alors qu'un côté, à Injolo ou à Kuluboku, des gens dans Okwea. Total la sous image là-bas, on a mis que soit qui on a pétu, on a mouké, ceux qui communiquent, ceux qui davent, ceux qui davent. Moi on a un mouké. À foutre à 2000 francs par mois pour qu'il y ait des classes. Ce petit enfant qui paye 2000 francs pour aller à l'école, 2000 francs congolais. 2000 francs congolais, ça veut dire combien de pain à Kinshasa? Ça veut dire 4 pains à Kin. 4 pains. Mais il paye pour ça pour un mois. Ce petit-là, après l'école, il va prendre une pirogue pour aller chez lui à la maison. Il prend une pirogue, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes sérieux? Et des gens comme ça qui ont dirigé ce pays pendant 18 ans, pendant 30 ans, et vous le regardez dans les yeux avec respect, ils n'ont droit à aucun respect. Ces gens n'ont droit à aucun respect. Je répète, tous ceux qui ont géré la province de l'Équateur n'ont droit à aucun respect. Si on doit les respecter, c'est simplement parce qu'ils sont humains. Parce qu'elles sont des créatures de Dieu. Mais des gens, ce sont des personnes qui n'ont aucun droit, même à une petite considération. J'étais conseiller de Félix Tshisekedi. Personne d'entre eux ne pourrait être même ministre. Même pas maire de la ville, même pas bourgmestre. Parce que ces gens ont vendu l'Équateur. Ils ont détruit l'Équateur. Et comme ils ont détruit le Bas-Congo d'ailleurs. Comme ils ont détruit toutes les autres provinces aussi. Alors voulons-nous laisser des gens comme ça nous gérer encore? On doit être indigné, comme Stéphane Hessel le disait. Nous devons nous indigner. Mais que nous ne pouvons pas nous arrêter dans l'indignation. Nous ne pouvons pas rester dans l'indignation. Nous devons aller plus loin, au-delà de l'indignation. Nous devons nous engager. Stéphane Hessel dit, indignez-vous, ensuite engagez-vous. Nous devons nous engager. Si nous le faisons à l'Équateur, on le fait au Congo central, on le fait à Bandundu, on le fait partout, les choses vont changer. C'est sous cette transpiration, c'est sous ce climat, il y a Moïse, il y a Kassibou. Comme des fous, parce que vous voulez montrer à la face du monde la méchanceté d'un régime. Vous voulez montrer à la face du monde, c'est qu'attend un nouveau régime. Certains vous traitent de fous, d'autres pensent que vous perdez votre temps. Mais je sais une chose, la nature comprend ce que je fais. Et je pourrais partir aujourd'hui en paix, dans toute tranquillité, avec le sentiment d'avoir servi mon pays. Mais c'est à vous maintenant de prendre ça, de prendre ces vidéos, de les balancer partout dans les réseaux sociaux, dire au monde entier que l'Équateur a été géré par un groupe de voleurs, par un groupe d'arnaqueurs, par un groupe de codataires. Tous ceux qui ont géré l'Équateur sont dans le même sac, à l'exception de personne. Et tous ceux qui ont fait partie du régime de Kabila ont tous été des fossoyeurs, à l'exception de personne aussi. Parce qu'ils ont vu le mal, ils n'ont pas dénoncé. Ils ont vu le trou, ils n'ont pas annoncé. C'était des sentinelles aveugles qui ont préféré dormir et laisser toute une génération en train de mourir. Quel pays, l'école est détruite. Quel pays, les routes sont détruites. Quel pays, les hôpitaux sont détruits. Quel pays, le rêve est détruit. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'RDC.